Merci à tous les intervenants. Pour des questions qui sont liées à l'organisation de cette plateforme, on va devoir faire éventuellement entrer des personnes et sortir d'autres parce qu'il y a un volume maximum, d'après ce que j'ai compris, d'intervenants. Je voudrais juste avancer quelques propos introductifs avant de passer la parole aux personnes de qualité qui sont autour de nous. Donc, il s'agit d'une table ronde sur le logement des travailleurs saisonniers. Nous l'avons intitulé dans ce carrefour que nous avons présenté au départ, un ensemble de démarches régionales adaptées aux réalités des territoires. Tout d'abord, nos excuses. Nous sommes désolés que cette table ronde se passe donc de façon virtuelle, en webinaire, mais j'en profite pour remercier le courage de Monique Marchal. Je fais le lien avec ce qui vient d'être dit dans la table ronde précédente pour dire qu'elle a eu beaucoup de courage pour s'adapter très vite aux nouvelles mesures sanitaires qui étaient décidées par le gouvernement. Bon, nous ne pouvons pas faire autrement. Bien évidemment, tout ce temps que nous sommes, nous aurions préféré du présentiel et voir, enfin, du vivant et voir les gens en vrai, comme on dit, pour je dirais, se sentir un peu mieux confortable. Voilà. Donc, je suis censé être l'animateur de cette table ronde. Je voudrais souligner que cette table ronde, bien que située dans le Festival international des métiers de la montagne, essaie de se pencher sur le problème des saisonniers en général. C'est une démarche qu'a initiée, en tout cas, Action Logement en Auvergne-Rhône-Alpes à travers sa commission des saisonniers, que je salue au passage, qui est la commission qui s'occupe dans le comité régional d'Action Logement de ces questions liées aux saisonniers et au logement des saisonniers. Donc, si vous voulez, on ne va pas s'arrêter au métier de la montagne, je suis désolé, mais c'était une approche volontairement plus globale, avec 4 thèmes, je les rappelle. Les différents systèmes territoriaux, justement, pour pouvoir faire la différence entre le monde de la montagne, le monde rural, le monde agricole, le monde éventuellement des saisonniers, du tourisme thermal, etc., etc. Une deuxième phase qui est les difficultés rencontrées dans les régions, d'ailleurs, parce qu'il y a autour de la table au moins une personne qui n'est pas de notre région, et c'est tant mieux. Troisième volet des démarches, mettre en avant des démarches opérationnelles et des partenariats existants, toujours en vue de loger les travailleurs saisonniers. Et enfin, peut-être un dernier volet sur les avancées réglementaires ou les projets innovants que nous pourrions voir à droite, à gauche. Tous ces 4 thèmes, si vous voulez, on va être amené à rencontrer donc un certain nombre de sujets qui sont le lien emploi-logement, la création ou pas de capacités nouvelles, la mobilisation du parc privé aussi pour loger les saisonniers, l'accès aux droits, la mobilité des acteurs, etc., etc. On ne pourra certainement pas tout régler. C'est pour ça que je me permettais de poser les questions à Futurprod, aux techniciens, pour savoir si on pouvait ensuite s'adresser aux questions, aux personnes qui ont, je dirais, posé des questions et à qui on ne pourrait pas répondre. Bon, c'est effectivement, le temps est imparti et relativement serré, donc on ne pourra pas évidemment répondre à tous les gens, à toutes les personnes. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, je vais présenter brièvement les intervenants. Je vais peut-être commencer, alors je ne vais pas commencer tout à fait par l'ordre alphabétique parce que sinon je serai obligé tout de suite de demander à quelqu'un de sortir de la table ronde, c'est plutôt gênant. Je vais commencer par Daniel Jacquier. Daniel, bonjour. Bonjour. Tu es notre boussole à Action Logement en Auvergne-Rhône-Alpes pour tout ce qui concerne le logement des saisonniers, les saisonniers en particulier. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ta présentation, mais juste pour dire qu'en dehors du fait que tu as été membre du comité régional d'Action Logement, qui est je dirais, la représentation politique d'Action Logement au niveau local. Tu fais également partie, tu représentes Action Logement au Conseil national de la montagne, dans un groupe de travail qui s'occupe de développement économique et d'emploi des saisonniers. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important qui joint en quelque sorte, qui fait le lien entre le logement et l'économie. Bien évidemment, c'est excessif, c'est très important.
je passe ensuite à Pierre-Yves Manfredi, qui est donc une personne qui s'appelle Pascal Sévrier. Alors, je ne le vois pas. Bien, écoutez, est-ce que c'est, je vois s'afficher Banque Populaire, non, c'est Futurprod. Bon, Pascal Sévrier, visiblement, n'est pas là. Alors lui, c'était le représentant, donc c'est le représentant, excusez-moi, de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était important d'avoir ce représentant-là, puisque j'ai dit au début qu'on s'intéressait aussi à Action Logement au monde rural. Et d'ailleurs, les dernières mesures d'Action Logement concernant les saisonniers agricoles en témoignent, on en parlera tout à l'heure. Bon, j'espère qu'il nous rejoindra en route. Et puis enfin, Pierre Souloumiac, qui est donc directeur communication développement d'Action Logement Service en Occitanie. Alors je rappelle pour les personnes comme moi d'ailleurs, qui ont du mal avec les nouvelles régions de programme depuis 2016, que l'Occitanie, c'est donc Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées dans l'ancien monde, enfin dans le monde des 22 régions de programme. Aujourd'hui, on a une grande région qui s'appelle Occitanie, et donc qui a développé comment dirais-je, des expériences et des réflexions tout à fait intéressantes. Bon. Et puis, je terminerai avec Katia Canonge, que j'aurais dû commencer par elle, mais je pensais que Pascal Servier viendrait nous rejoindre. Il y a quelqu'un qui a peut-être un micro ouvert, parce que j'ai un écho. Voilà, d'accord, très bien. Donc, Katia Canonge, eh bien, qui est à la délégation régionale d'Action Logement Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'occupe de relations au territoire, et avec qui je travaille d'ailleurs, et qui a suivi particulièrement l'étude sur le logement des saisonniers en Haute-Savoie. Voilà. Alors, je vais essayer de pas être, voilà, j'ai déjà été un peu long pour la présentation, mais ça me semblait intéressant. Je vous propose, alors, on va commencer par une photographie en quelque sorte des systèmes territoriaux tels qu'on peut les rencontrer. Malheureusement, je pense qu'on devra se passer de la photographie du domaine agricole. Bon, j'espère que Monsieur Sévrier viendra nous rejoindre. Servier, excusez-moi, viendra nous rejoindre après. Alors, je vais donc passer à la photographie des systèmes territoriaux, et j'aimerais passer la parole à Pierre Souloumiac, pour qu'il nous présente un petit peu une étude, enfin, à laquelle j'ai participé d'ailleurs, hein, qui a été faite, qui est une étude interrégionale, une étude interrégionale qui a un peu abordé, enfin, comment approcher le problème du logement des saisonniers à partir d'une méthode, voilà, et c'est ce guide donc que éventuellement on pourra mettre en partage après. Commence justement par faire un petit peu une photographie du monde existant, enfin des saisonniers. Dans tous les systèmes territoriaux que l'on connaît. Alors Pierre, je te passe la parole. Est-ce que tu pourrais donc en quelques mots nous parler de ces systèmes territoriaux tels que ils ont été vus par ce guide, enfin ce groupe de réflexion? Écoute, merci Jean-Marc de m'adresser la parole, de me laisser la parole. Et donc effectivement, on a collaboré ensemble à ce document qui permet de planter le décor pour les régions Action Logement, notamment qui se lancent dans des sujets concernant les saisonniers. Ça permet d'avoir une méthode pour approcher le sujet et pour savoir un peu de quoi on parle. Donc, du coup, le premier point, c'est de quoi parle-t-on en matière d'emploi. Donc, en gros, l'emploi saisonnier en France, c'est 1 million d'emplois saisonniers. Donc, voilà, 1 million de personnes. Donc, ce n'est pas anecdotique, hein, ce n'est pas rien, c'est un plan important de l'emploi. Pour mémoire, en Occitanie, effectivement, on a étudié le sujet sur le littoral notamment. Il y a 100 000 travailleurs saisonniers en Occitanie, c'est-à-dire
autant que de salariés de l'aéronautique. Donc, ça prouve bien que voilà, pour la région Occitanie, c'est pas tout à fait le même PIB, mais c'est en tout cas le même nombre d'emplois dans la saisonnalité que dans l'aéronautique. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a les secteurs d'activité. Alors, les secteurs d'activité, sur ce million de salariés, il y a un petit peu plus d'un quart des salariés saisonniers qui sont des salariés agricoles. Et puis ensuite, la plus grosse part des salariés sont les salariés saisonniers touristiques. Donc, il y a, par exemple, 200 000 salariés dans la restauration, 180 000 dans l'hébergement. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la part prépondérante du salarié saisonnier touristique. Et puis ensuite, il y a des salariés saisonniers dans le divertissement, mais qui est aussi lié au touristique. Donc, voilà, un gros quart sur l'agricole, une très grosse partie sur le touristique, et puis ensuite diverses activités qu'on ne peut pas voilà, citer toutes. C'est une population qui est plutôt jeune. Alors, plus dans le touristique que dans l'agricole, mais l'âge moyen, agriculture, 36 ans, âge moyen hors agriculture, 31 ans. Donc, on voit que c'est pour les saisonniers du tourisme, ce sont des populations relativement jeunes. Les enjeux qu'on rencontre sur… oui. Les enjeux qu'on rencontre sur les saisonniers, on les a identifiés assez rapidement. Il y a un enjeu de mobilité, c'est-à-dire que en Occitanie, pour donner les chiffres que je connais, 70% des saisonniers sont issus de la région, de zones proches de leur emploi. Il y a 30% des saisonniers qui sont issus d'autres régions ou de régions éloignées de la région Occitanie. Donc, du coup, il y a un premier problème de localisation du logement et de mobilité, et donc d'accès à un logement pour le moment de la saison. Ensuite, il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est que les saisonniers ne sont pas rémunérés de manière très importante, et, enfin pas toujours en tout cas, et il y a, pas dans tous les métiers, il y a un problème de pouvoir d'achat en lien avec le tarif des logements touristiques au moment où ils ont besoin d'exercer leur métier. Donc il y a une concurrence entre le logement pour les saisonniers et le logement touristique, et donc ça fait qu'ils ont besoin de logements à prix abordable, ce qui n'est pas le cas du logement touristique. Ensuite, il y a le sujet de la qualité de vie au travail. Il faut trouver des logements proches des lieux de travail. Souvent, ces saisonniers ne sont pas motorisés. Donc, la qualité de vie, c'est de pouvoir avoir un logement pas trop loin de chez soi, surtout avec des horaires décalés comme dans la restauration. Et puis, les conditions de logement, il s'agit d'avoir, bien entendu, des logements décents. Et en montagne, bien entendu, c'est encore plus important parce que les conditions météorologiques ne sont pas pareilles que sur le littoral. Pour les entreprises, il y a des enjeux très importants de recrutement. Sur le littoral méditerranéen, il y a des milliers de postes non pourvus parce que les saisonniers ne trouvent pas de logement pour pouvoir exercer leur métier. Donc ça, c'est un point important. Le recrutement, c'est un point important. La fidélisation, il y a des saisonniers qui font la saison en hiver en Rhône-Alpes, et puis en Aura, et puis ensuite qui peuvent revenir sur le littoral. Ce sont des gens qui sont des saisonniers dont c'est le métier, dont c'est le mode de vie. Et ceux-là, il faut les fidéliser. Ce sont des gens qui sont importants, qui peuvent servir de piliers pour les équipes de saisonniers des employeurs. Donc, la fidélisation de ceux-là, ce qu'on a appelé les premiums un peu, est importante. Et puis, il y a une question de performance. Quand on est bien logé et à proximité de son lieu de travail, ben, on n'est plus disponible pour le travail, on n'est plus disponible pour l'accueil client. Donc, par exemple, l'hôtellerie de plein air nous a manifesté que c'était très important pour eux pour que les gens soient dans des circonstances, dans des conditions de vie agréables pour pouvoir être agréables eux-mêmes avec les touristes. Et puis, évidemment, il faut qu'il y ait de la sécurité dans tout ça pour que ça fonctionne. Ensuite, les grands secteurs, donc employeurs de saisonniers, l'hôtellerie, l'hébergement de plein air, la restauration, les remontées mécaniques, l'agriculture. Bon, c'est pas une surprise, mais on les cite quand même. Et puis, il y a un point qui est important pour aborder alors, les territoires dominants, le littoral, la montagne, le rural, on l'a déjà dit. Et le point important pour approcher ces problématiques-là, c'est la saison. La saison n'est pas la même en montagne, sur le littoral méditerranéen ou sur le littoral atlantique, donc, ou pour l'agriculture. Donc, du coup, il y a des territoires où la saison est étendue. C'est le cas, par exemple, sur le littoral méditerranéen, 6 à 8 mois, avec un littoral urbain,
des périodes de pointe, mais voilà, on a une saison qui dure longtemps. On a des endroits où la saison est courte, donc sur du littoral isolé ou sur des stations de moyenne montagne. Il y a des endroits où les saisons sont disjointes. Une forte saison en été, une autre en hiver, avec des flux transfrontaliers, etc. Donc, c'est pareil, ce sont des conditions et des situations différentes avec des solutions qui peuvent être différenciées en fonction de l'étendue et du moment de la saison. Et puis, il y a des endroits où les saisons sont concomitantes. Ça peut être, par exemple, l'activité saisonnière et l'activité agricole, notamment sur le littoral occitan. Les vendanges ont tendance à être de plus en plus précoces et elles viennent souvent percuter l'activité touristique. Donc, voilà, il y a des saisons qui se recoupent sur des lieux littoraux ou sur le rétro-littoral. Il y a aussi la filière ostréiculture qui peuvent être dans ces domaines-là. Voilà un peu les enjeux au niveau des saisons. Les systèmes territoriaux, ils dépendent de la structure locale du territoire et de la structure du logement. Ça dépend également de la durée de la saison. Ça dépend de plein de facteurs, ce qui fait qu'il n'y a pas une solution. Il y a des bouquets de solutions qui peuvent être plus ou moins déployables sur les typologies de territoire. Il est nécessaire de comprendre ces logiques territoriales pour pouvoir appréhender correctement le sujet. Bon, l'activité économique, évidemment, est extrêmement impactante sur ces zones-là pour l'économie de ces zones-là. Les tensions sur le marché du logement sont une constante au moment de la saison, évidemment. C'est une constante qui a été aggravée notamment par le phénomène Airbnb, qui fait que la moindre chambre disponible peut être désormais louée en touristique, avec évidemment un rendement qui est supérieur au fait de le louer à un saisonnier. Et le dernier point, pour aborder ce sujet-là, c'est que toutes les collectivités locales ne s'emparent pas de la même façon du sujet. Donc, il y a un portage politique plus ou moins intense. Il y a notamment des collectivités qui ont des maisons des travailleurs saisonniers, qui sont un appui considérable quand on traite ce sujet-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas cet outil-là. Et donc, il faut également tenir compte de ces portages politiques pour pouvoir aborder correctement le sujet. Voilà, dans un premier temps, voilà un peu le décor et le contexte dans lequel on s'est inscrit pour étudier ces différents systèmes territoriaux. Merci Pierre, merci beaucoup pour ce tableau rapide. Juste pour bien poser peut-être le point de vue de cette table ronde, on est d'accord que on est là dans une perspective d'essayer enfin pas de régler parce que ce serait prétentieux, mais enfin en tout cas de parler du problème du logement des saisonniers, ce qui par définition nous amène à aborder des problématiques qui sont des problématiques transversales, un petit peu complexes, un petit peu englobantes. Il y a évidemment la question du lien emploi-logement que tu as évoqué, le rapport à l'économie, au développement des territoires. Je le dis parce que on est là sur un type de table ronde qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai entendu dans la table ronde précédente. Voilà, c'était pour que les gens sachent que, si vous voulez, notre point de vue, c'est vraiment ce point de vue de comment loger les travailleurs saisonniers et comment identifier les problématiques qui peuvent se poser, qui sont différentes selon les territoires. Voilà. Donc, je le dis, d'autant plus que j'ai déjà eu une question là qui est apparue sur le nombre de saisonniers. On ne va pas y répondre tout de suite parce que la personne qui a posé la question, ce n'était pas une question, d'ailleurs c'était une remarque sur le fait qu'il n'y avait pas forcément 1 million de saisonniers. Alors on ne va pas la traiter, cette question-là, en direct, hein. La question des statistiques, de toute façon, je sais par définition, pour avoir travaillé sur le sujet, qu'il n'y a pas un chiffre qui soit égal à un autre chiffre et qui soit comparable à d'autres chiffres présentés par d'autres institutions. Nous sommes basés sur des chiffres issus du ministère de l'Emploi. Par définition, c'est des statistiques qui peuvent être discutées. Donc, mais je répondrai à cette personne, nous répondrons à cette personne par la suite. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Yves Manfredi, qui
et particulièrement au fait de l'organisation des stations de montagne, des acteurs en présence. En quelque sorte, m'a-t-il dit, quand on en a parlé du mode d'emploi, enfin, comment les choses fonctionnent. Alors Pierre-Yves, par rapport à cette photographie, mais cette fois-ci des stations de montagne, que peut-on dire? Bonjour. Au-delà des considérations générales qui ont été exposées précédemment, si on fait un focus effectivement sur les stations de montagne, puisqu'on est dans le cadre du Festival international des métiers de la montagne, il est important d'avoir à l'esprit au préalable que toutes les stations sont différentes les unes des autres, c'est-à-dire qu'on a des stations villages, des stations bien implantées sur les territoires ou des stations un peu créées de toutes pièces dans les années 70 et que chaque station a sa propre configuration, ses clientèles qui sont diverses. Hein. Les grandes stations de Tarentaise que l'on connaît, par exemple, accueillent plus facilement des clientèles internationales, alors que des stations de plus grande proximité, comme les stations de Haute-Savoie, sont plus orientées sur de la clientèle familiale. Et que des champs de neige, qui sont des plus petits sites, par exemple, accueillent plus des personnes à la journée. Donc, bien évidemment, en fonction de ces différentes configurations, nous allons avoir des acteurs dans les stations qui sont eux-mêmes différents, qui ont des tailles différentes, qui ont des structures juridiques différentes, c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement un exploitant de remontée mécanique qui est de domaine skiable, c'est la fédération que je représente, avec lesquels vont travailler des hébergeurs, des résidences de tourisme, des restaurants, des bars, des magasins, des services publics, des travailleurs indépendants comme les moniteurs par exemple, etc. Et que cet ensemble d'acteurs économiques va constituer donc la station qui peut se comparer facilement à une ville de vallée avec des acteurs économiques divers et variés. De là viennent évidemment des travailleurs qui vont être différents, avec des saisonniers qui ne vont pas avoir forcément le même profil selon que l'on se trouve par exemple à la Clusaz, station de moyenne montagne, ou à Tignes, station qui est au bout d'une vallée en haute altitude. Donc, on aura plus volontiers dans des massifs comme le Massif central, les Vosges, le Jura, la Haute-Savoie, les Alpes du Sud, des saisonniers qui sont des saisonniers locaux. Il y a quelques années, par exemple, le directeur des remontées mécaniques de la Clusaz m'indiquait que son saisonnier qui venait du plus loin, il venait d'Annecy. Voilà, alors qu'on va avoir dans les grandes stations de Tarentaise ou de l'Isère des saisonniers qui peuvent être locaux, qui peuvent venir de beaucoup plus loin ou qui peuvent venir des vallées avoisinantes. Et toute cette configuration de paysage, en quelque sorte, va générer des questions ou une organisation spécifique par rapport au logement des saisonniers. Voilà. Pour ce qui concerne la montée mécanique et les domaines skiables, nous avons, contrairement aux descriptions qui ont été faites précédemment sur la population saisonnière, une population qui est beaucoup plus ancrée dans l'entreprise, qui est très fidèle. Hein, le taux de fidélisation des saisonniers dans les entreprises de remontée mécanique et de domaine skiable est de plus de 10 ans. L'âge moyen, il est aux alentours de 45 ans. Et on a des personnes qui sont implantées sur les territoires, beaucoup plus que dans d'autres secteurs d'activité. C'est historique, cela vient du fait que la convention collective de la profession soit assez intéressante, que les conditions de travail soient attrayantes, et de fait, on ne va pas avoir la même population de saisonniers que dans d'autres secteurs d'activité. Nous aurons des saisonniers qui sont donc installés sur le territoire, très souvent propriétaires de leur logement. Nous avions fait une enquête il y a quelques années, nous avions 75% des saisonniers qui étaient propriétaires de leur logement.
Voilà. Et puis des tailles d'entreprises qui sont plus importantes, hein, les entreprises de remontée mécanique plus importantes que des entreprises telles que les magasins, par exemple, et de fait des moyens plus importants, des volumes de personnel plus importants, qui nécessitent une organisation particulière. Et en cela, nous avons instauré depuis un certain temps différentes stratégies par rapport au logement des saisonniers, soit les gens, comme je le disais, sont propriétaires de leur logement, soit ils sont hébergés par leur employeur, ce qui arrive aussi bien évidemment dans d'autres secteurs d'activité et de plus en plus, soit nous organisons le transport des personnels, notamment dans les grandes stations de Tarentaise. Hein, je cite souvent cet exemple, mais c'est là où il y a les plus gros flux de personnel. Nous organisons le transport avec des cars qui montent des vallées, de Bourg-Saint-Maurice par exemple, ou de Moutier, pour assurer donc le transport des saisonniers qui sont logés en vallée. Voilà la présentation que je voulais faire, un peu des stations d'une part et un peu des entreprises de remontée mécanique et de domaine skiable d'autre part. Maintenant, je voudrais faire un petit focus rapide sur la loi montagne dont les uns les autres avons entendu parler. Il y a eu une première loi montagne en 1985, une deuxième en 2016, et dans le cadre de cette loi montagne acte 2 hein, de 2016, il y a eu un focus qui a été fait plus spécifiquement sur le logement et le logement des saisonniers. La montagne, simplement, c'est 30% du territoire métropolitain et une commune sur 6 se situe en zone de montagne. Et cette loi montagne impactait à peu près 5000 communes de montagne et une convention devait être signée entre ces communes et l'État avant fin 2018 pour ce qui concernait le logement saisonnier plus spécifiquement. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et des actions. Action Logement a participé à une étude très intéressante qui a été faite, qui a été conduite et dont on en reparlera en Haute-Savoie, qui permet à la fois de faire un diagnostic, et c'est ce qui doit être fait sur tous les territoires de montagne, bien sûr, qui permet de faire un diagnostic, qui permet de faire se rencontrer les acteurs et de voir quelles sont les solutions à apporter en termes de développement du logement lorsque la nécessité s'en fait sentir. Il apparaît quand même avec le temps, et je terminerai sur cette note que j'espère être positive, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans la profession et depuis ce temps passé, je constate clairement que les choses se sont améliorées, même s'il y a toujours du travail, je ne le contesterai pas, que les choses se sont beaucoup améliorées sur des territoires à forte saisonnalité, comme les départements des Alpes du Nord, hein, Haute-Savoie, Savoie, Isère, où beaucoup de choses ont été faites justement par ce partage d'expérience, cet échange entre les différents acteurs qui doivent intervenir pour le logement de ces saisonniers qui sont là le temps d'une saison et qui, le reste de la saison, soit travaillent sur place dans d'autres secteurs d'activité comme le BTP, l'agriculture, l'artisanat, etc., soit sont bisaisonniers et font des échanges entre la montagne, par exemple, et les lacs, ou la montagne et des sports et des activités sportives, ou, j'aime bien citer cet exemple, des bisaisonniers internationaux, qui font 2 saisons d'hiver dans l'année, une dans l'hémisphère nord et une dans l'hémisphère sud, sans parler bien évidemment de tous les saisonniers qui travaillent en montagne l'hiver et dans les campagnes ou sur les littoraux l'été. Voilà cette présentation que je pouvais faire rapidement avec ce focus plus spécialement montagne. Eh bien, merci Pierre-Yves, merci pour ce focus et puis pour la présentation d'une manière générale qui était très concrète. J'en profite puisque Pascal Servier finalement ne nous a pas rejoint de la FRSEA pour dire 2-3 mots concernant
je dirais la FNSEA ou la FRSEA, enfin, c'est la même chose mais au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour répondre très brièvement à une question qui a été posée par un internaute, Pascal Servier m'avait dit, quand je l'ai interviewé sur le sujet, que il y avait, excusez-moi pour mes propos très, très généraux, parce que là, je ne suis pas un spécialiste du monde agricole, j'attendais plutôt que ce soit lui qui intervienne là-dessus, mais que le problème du logement des saisonniers n'avait rien à voir entre des territoires comme le Rhône ou la vallée du Rhône, par exemple, et puis l'ex-Auvergne. Il prenait cet exemple-là en disant que la plupart du temps, on a des saisonniers dans le domaine agricole en ex-Auvergne qui sont logés sur place et par conséquent, le problème pour eux se pose beaucoup moins. Enfin, il n'y a pas de problème de logement. Bon, il y a toujours des problèmes de logement, même quand on est sur place. Mais enfin, en tout cas, il n'y avait pas vraiment de problème de logement et que ces problèmes de logement se posaient plutôt. Ces problèmes de logement. Pardon? Ah, Monsieur Servier? Ah, voilà. Alors, je pense qu'il va peut-être falloir, excusez-moi, donc du coup, j'arrête ce que je vais commencer à dire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une personne qui sorte de la table ronde, Guillaume? Est-ce qu'il faut qu'une personne sorte de la table ronde? Est-ce qu'on est arrivé nous avons désactivé la vidéo. Oui, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, il y a un problème de vidéo, visiblement, et de connexion, de réseau. Monsieur Servier, vous m'entendez? Pascal Servier? Non? Alors, oui, très bien. Ah, très bien. Oui, oui. Excusez-moi. Donc, vous êtes arrivé à vous connecter, finalement. Il y a visiblement un problème de connexion, non? Peut-être pas? Ah ben, ça fait une demi-heure qu'on fait beaucoup de tentatives. Ah, d'accord. Écoutez, nous étions sur la voilà, nous étions sur la présentation générale hein, des systèmes territoriaux. Bon, vous aviez effectivement, vous deviez intervenir sur la saisonnalité agricole et nous parler de la saisonnalité agricole. Donc ça tombe bien parce que justement j'étais en train d'essayer de synthétiser vos propos, enfin ce que vous m'aviez tenu la dernière fois que nous en avons parlé. Et j'en profiterai si vous voulez bien faire une présentation relativement succincte et j'en profiterai pour vous poser une question qu'un internaute pose concernant, alors c'est vrai que ça concerne la FNSEA en PACA et Corse, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais sachant que vous m'avez déjà parlé de prestataires de services dans notre conversation, alors peut-être que vous pourrez y répondre. Mais d'abord, je vous laisse la parole sur la présentation générale donc du tableau de la saisonnalité agricole, soit uniquement dans notre région, soit pour ce que vous pouvez en dire au niveau national. Alors, je ne vous parlerai pas beaucoup du niveau national, je peux vous parler de ce que je connais sur AURA, Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'agriculture, c'est 130 000 salariés d'embauchés. Et pour vous dire, on a en contrat CDI 13 à 14 000 salariés et on doit avoir donc une centaine de milliers de salariés saisonniers. À savoir que les particularités, c'est que la région est bien partagée en deux, où on a la partie Auvergne, où on a un certain besoin de saisonniers, mais sur des volumes plutôt réduits, et sur la région, donc la vallée du Rhône, la partie de l'Ain pour aller jusqu'à l'Ardèche ou l'Isère, où on a des grandes zones qui utilisent beaucoup de saisonniers. Donc là, et puis là, sur des saisons qui sont assez longues, puisque ça va commencer du mois d'avril pour aller jusqu'au vendange, voire légèrement au-delà. Donc on va arriver à octobre. Et là, on rencontre énormément de variétés de produits en horticulture, en pépiniériste ou enfin, sur tout ce que vous pouvez connaître en activité agricole. Ça va du ramassage de la pêche, de l'abricot, de la cerise, de la fraise,
voire d'autres légumes ou fruits, tout ce qui est arboriculture. Et en Auvergne, donc c'est un petit peu plus réduit puisque les activités horticoles sont un petit peu plus réduites. Mais par contre, on a une grosse saison qui est importante et qui est la castration des maïs, puisque la Limagne plante beaucoup de maïs sélection. Et là, on a pendant un mois où on utilise, on va dire, 4 à 500 salariés en saisonnier, mais sur des périodes très, très, très courtes. D'accord. Eh bien, merci pour cette présentation très rapide. Je me permets de vous appeler par votre prénom, puisqu'on s'appelle tous par notre prénom là, dans ce tour de table. Ça me va très bien. Voilà. Pascal, est-ce que vous pourriez… j'ai deux questions qui sont quand même assez concomitantes. Il y en a une qui souligne… une personne qui souligne que la FNSEA en PACA et Corse aurait fait le nécessaire pour pouvoir accueillir en plein confinement donc des salariés, des travailleurs saisonniers étrangers passés par l'Espagne, dont des cas de Covid. Mais ça, je vous permets de vous poser la question parce que vous-même, vous m'aviez signalé là-dessus un problème au niveau des prestataires de services. Et il y a une autre personne qui d'ailleurs pose une question du même type, en disant que même si dans l'agriculture, il n'y a pas autant de problèmes de logement que dans d'autres saisonnalités, il y a effectivement, la pandémie, on ne va pas pouvoir échapper au fait d'évoquer la pandémie de Covid dans l'état actuel des choses, hein, je veux dire. Donc la pandémie a entraîné des problèmes assez importants de personnes logeant dans des caravanes, et voire parfois avec des accidents, d'incendies, etc., y compris en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que là-dessus, vous avez de plus amples informations? Alors, pour la partie Corse et PACA, loin de moi de défendre qui que ce soit. De ce que je sais, c'est que au niveau de la Corse, c'est la région Corse qui a énormément fait pression pour répondre aux besoins des agriculteurs. La problématique que l'on rencontre par rapport aux saisonnalités, c'est que le moment de la récolte, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 15 jours ou 3 semaines. Ce qui fait que quand vous êtes à saison, il faut répondre tout de suite. Et si on n'arrive pas à répondre avec les salariés locaux, eh ben vous savez pas, on va chercher des systèmes, soit par l'Espagne, soit par le Maroc ou par d'autres pays d'ailleurs, parce que sur d'autres secteurs, ça peut être la Pologne ou ça peut être la Slovaquie, pour répondre très rapidement. On peut pas se permettre de laisser passer une saison. Donc voilà pour répondre. Mais je sais alors de sources sûres que l'on m'a fait remonter que c'était d'abord la région Corse. Donc c'était le conseil régional de Corse qui avait affrété des charters pour aller chercher des Marocains justement pour répondre à la récolte entre autres de la clémentine. Après les problèmes de logement, oui, on en rencontre parce que on a aussi des sociétés qui viennent d'Espagne qui font prestataire de services auprès des agriculteurs pour pouvoir répondre aussi à la demande. Et on sait qu'il y a eu donc au niveau du mois de mai ou du mois de mai début juin quelques cas de Covid qui sont liés donc à la promiscuité d'un certain nombre de saisonniers. Alors je peux pas trop rentrer dans le détail là-dessus parce que je dirais sûrement des bêtises, faute d'avoir le dossier complet sur ce sujet-là, quoi. Néanmoins, oui, c'est des choses qui arrivent, on va pas le nier. En plus, bon, le travail saisonnier sur certains secteurs, dans le logement, ça fait des promiscuités et avec éventuellement des problèmes de salariés qui peuvent être contaminés. C'est arrivé, il y a eu des clusters en la matière. C'est pas seulement lié au fait de la FNSEA, c'est lié à la nécessité des récoltes et des saisons et de l'urgence, parce que quand vos fruits sont mûrs, ils sont mûrs. Vous ne pouvez pas attendre une semaine de plus. Merci beaucoup, Pascal. Je vais demander à Katia Canonge, Katia
de prendre la parole. Alors, l'idée, c'était de présenter très brièvement, alors du coup très brièvement parce qu'on a pris du retard, mais je savais que cette première partie prendrait plus de place que les autres, de présenter très brièvement donc ce qu'on a pu faire, d'ailleurs tout à l'heure Pierre-Yves en a parlé, au niveau de l'étude sur le logement des saisonniers en Haute-Savoie. Katia, tu as la parole et excuse-moi de te le dire, si tu peux synthétiser le plus possible, ça permettra ensuite de demander à Daniel de nous faire, de jouer son rôle de grand témoin à la fin de cette première partie. Merci. Katia, tu n'as pas la main. Non, j'arrive pas à enlever mon… Si. On t'entend? On m'entend? Oui. Non, c'est bon, on m'entend? Oui. Allez, vas-y. Oui, on t'entend. Oui. Ah ben c'est fini. On t'entend plus. Eh ben, ce que tu entends, c'est mon micro, c'est parce qu'elle n'est pas très loin de moi. Bon, on va peut-être pas passer trop de temps sur la présentation donc de cette étude. Okay, voilà, bon, ça y est. c'est bon, pardon, excusez-moi. Donc, oui, donc moi, je vais parler essentiellement des saisonniers de la montagne et plus particulièrement des saisonniers sur la saison hivernale. Alors, c'était l'objet de l'étude dont a parlé Pierre-Yves Manfredi. Alors, pourquoi particulièrement les saisonniers de la saison hivernale? Parce que c'est pendant cette saison que l'on a le plus grand nombre de saisonniers qui arrivent sur le territoire et également le plus grand nombre de non-locaux, d'où la question d'un besoin de logement qui se pose. Donc, ces éléments, en fait, ils sont issus d'une étude qui a été initiée par le Comité régional d'action logement d'Auvergne-Rhône-Alpes sur 22 stations cibles de Haute-Savoie, qui représentent la majorité des saisonniers du territoire. On a donc établi cette étude en partenariat avec la DDT et elle reposait donc sur des questionnaires auprès des entreprises, des saisonniers, des entretiens avec les branches professionnelles, des associations de commerçants, des communes, enfin bon, pour ne citer que en acteurs. Donc du coup, en termes de saisonnalité, on est sur à peu près 5 mois de saison, de début novembre à fin avril. Alors ça varie à une quinzaine de jours près en fonction des stations. Les saisonniers donc sont majoritairement des salariés du secteur privé que l'on retrouve sur 5 blocs d'activités que sont les cafés-restaurants, hôtels, commerces et services, remontées mécaniques et autres, dans lesquels on retrouve de la petite industrie et du bâtiment, entre autres. Alors, ces blocs d'activités, c'est très important d'avoir cette approche parce qu'en fait, ils recrutent et ils logent différemment et ça permet d'avoir une approche plus fine des besoins en logement. À titre d'exemple, on sait que les cafés-restaurants ou les hôtels, qui sont ceux qui recrutent le plus de saisonniers, recrutent essentiellement à l'extérieur. Par contre, ce sont des branches qui logent énormément leurs saisonniers. À contrario, les commerces recrutent plutôt de la main-d'œuvre locale et en général, du coup, elle ne satisfait qu'une partie, enfin en logement, que pour une partie de ces saisonniers. Donc, sur la Haute-Savoie, la part enfin, le profil déjà des saisonniers, on est plutôt sur du jeune saisonnier, on est sur une trentaine, à peu près 30 ans. L'âge moyen est de 30 ans et ils arrivent majoritairement, ils sont célibataires ou en jeune couple. Je crois que la proportion, c'est 60% de célibataires et 30% de couples sans enfants. Et la part des non-locaux, elle va varier donc en fonction des secteurs d'activité, comme je le disais, enfin des blocs d'activité, comme je le disais ci-dessus. Elle est en moyenne de 50%. À titre d'information, en Haute-Savoie, sur les 13 200 saisonniers qui ont du secteur privé, près de 7 000 postes ont été pourvus par des saisonniers venant de l'extérieur. Donc, ça nous fait une tranche d'à peu près 50%. Pour compléter cette info, sachez qu'en Savoie, on est sur une proportion de non-locaux qui est plus importante. Elle est de l'ordre de 70%. Voilà. Je pense que c'est une petite synthèse assez rapide de l'étude, mais voilà, c'était pour compléter un peu les propos qui avaient déjà été tenus. Très bien, Katia, merci beaucoup. Je vais me permettre, cher Daniel, de te demander de jouer ton rôle de grand témoin. Et puis, une fois que tu auras donc
fait un petit peu la synthèse des propos que tu viens d'entendre, eh bien, nous passerons aux autres points, sachant qu'on essaiera d'aller beaucoup plus vite sur les autres points. Mais je savais que ce premier point prendrait certainement du temps. Daniel, la parole est à toi. Merci, vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, Très bien. Daniel, on t'entend très bien. Merci. Merci. Alors, cette première partie, même si elle était longue, je l'ai trouvée très intéressante. Très intéressante, puisque et là, je vais aller assez rapidement pour écouter ce que demande notre modérateur. On a bien compris qu'une saison n'est pas égale à une saison. Hein, les saisons sont différentes, ça j'ai entendu. Les activités sont différentes aussi. Les stations sont différentes. Donc, le monde du tourisme n'est pas quelque chose de monocolore. Il y a une très grande diversité dans tout ce qui tourne autour du tourisme, qu'elle soit en montagne ou pas en montagne d'ailleurs. 1 million de saisonniers, c'est quand même au niveau national, en termes économiques aussi, c'est très important. Très important 1 million de saisonniers, puisque ça fait vivre aussi, et je fais le lien avec la table ronde qui nous a précédé, ça contribue aussi à faire vivre les territoires de montagne. C'est vrai que le pastoralisme est important, mais le tourisme fait aussi partie de ces activités de montagne qui permettent aussi au pastoralisme d'exister. Donc, c'est pas les uns ou les autres, c'est les uns avec les autres, et je crois que c'est ça qui est important de faire ce lien-là. Problème des saisonniers, c'est qu'ils ne sont pas tous sédentaires, puisque j'entends des chiffres en Occitanie, 70% sont locaux, 30% sont des extérieurs à la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que c'est différent entre l'ex-Auvergne et l'ex-Rhône-Alpes. On n'a pas les mêmes proportions les uns les autres. Si on prend la Savoie, la Savoie toute seule, c'est 38 000 saisonniers, donc 38 000 saisonniers, dont 70% viennent de l'extérieur, ne sont pas des locaux. Et c'est là que les problèmes de logement peuvent se poser d'une façon différente d'un territoire à l'autre. Et puis, Pierre-Yves Masredi a parlé très justement, et il a bien fait, de cette loi Montagne 2 qui amène un certain nombre d'obligations aux stations pour répondre, notamment en matière de logement, qui amène les collectivités à se mobiliser sur le logement des saisonniers. On sait bien, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un salarié qui est bien dans son travail, il faut qu'il soit bien dans son logement. Et s'il est bien dans son logement, forcément, il sera mieux dans son travail. Donc, ça sera plus facile pour l'employeur. Ça sera une meilleure relation avec le client, si c'est en station de montagne. Et puis, s'il est mieux logé, c'est très bien pour lui aussi. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, je vois bien que en matière de logement, on voit qu'il y a des décalages d'une saison à l'autre, d'une activité à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, s'il y a ce décalage, au niveau d'Action Logement et en matière de logement, notre souci, c'est aussi de faire en sorte que nous puissions donner la plus grande efficience aux sommes que nous investissons pour loger les salariés. Donc, si on peut faire en sorte qu'en jumelant plusieurs saisons dans plusieurs activités différentes dans un secteur raisonnable, si on peut faire utiliser ce logement par plusieurs salariés dans l'année en fonction des saisons, je pense par exemple les saisons d'été, les saisons d'hiver, mais entre les deux, l'agriculture qui représente un nombre important de saisonniers peut, au moment de la cueillette des fruits à l'automne, ou quelque part au niveau de certains travaux de l'agriculture au printemps, peut arriver à faire en sorte que ces logements que Action Logement aura permis à améliorer ou à construire serviront à un plus grand nombre possible de salariés, et ça c'est bien. Et l'agriculture, justement, on en parlera, je pense, plus loin de cette table ronde aussi, avec cette situation sanitaire de Covid, on sait bien que j'entendais parler des salariés saisonniers étrangers, qu'on logeait parfois, on en mettait beaucoup dans un petit espace. Effectivement, ça peut être source de clusters, mais c'est aussi peut-être une bonne chose quelque part, et Action Logement veut s'en occuper, faire en sorte que nous améliorions globalement le logement pour l'ensemble des saisonniers salariés, qu'ils soient de l'agriculture, de la montagne ou du littoral. Je crois que ça c'est bien, ça sera bien pour tout le monde. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. Je vous propose de passer, comme on dit à la télévision, sans transition aux autres chapitres, en essayant d'aller beaucoup plus vite, parce que c'était quand même important, on le savait, de s'apesantir un petit peu sur la photographie d'ensemble. Nous allons donc passer aux difficultés rencontrées dans les régions. Je sais pour avoir interrogé les uns et les autres que ce n'est pas forcément, des difficultés sont identifiées, mais
on peut les comment dirais-je, les lister de façon assez synthétique. Pierre, tu m'avais parlé donc de quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans les termes. C'était le dilemme des propriétaires, mais c'était pas uniquement ça. Dis-moi un petit peu comment tu identifies ces difficultés au niveau de la région. Oui, alors effectivement, on s'est intéressé au littoral. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est effectivement cette étude sur la qualité des saisonniers, mais on a vite abandonné comment dire, l'étude sur ce plan-là quantitatif parce qu'on a vu de toute façon que le besoin était énorme. Donc du coup, on s'est dit on ne va pas s'intéresser aux besoins parce qu'on sait qu'il est énorme, on sait qu'ils sont plutôt jeunes, on sait qu'ils viennent plutôt l'été, donc ce n'est pas la peine d'aller bien plus loin là-dessus. En revanche, on s'est concentré sur l'identification des solutions déjà là. Parce qu'en fait, on peut construire, on peut améliorer, mais c'est encore mieux d'utiliser les solutions qui sont déjà sur place. Donc, et ça c'est un point qui est important et qui est difficile à appréhender parce que ces logements qui sont présents sur le territoire, ils sont très fortement loués pour les touristes. Et donc, notamment, la plateforme Airbnb contribue à optimiser le moindre logement. Et donc, on a une concurrence terrible sur le logement des saisonniers par le logement touristique. Et cette concurrence donc, amène une rareté du logement mis en marché. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des logements qui ne sont pas mis en marché. C'est un marché qui est caché, qui est un marché qu'on a un peu de mal à approcher, mais on a trouvé des méthodes pour l'approcher. Ce sont des gens qui sont propriétaires de logements éventuellement touristiques ou d'autres catégories de personnes et qui ne mettent pas en marché parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de s'embêter, ils n'ont pas l'idée de le faire, ils ont peur de prendre des risques, etc. Et parmi ces risques que nous avons identifiés, il y a le risque effectivement lié à la condition, au métier saisonnier. Les travailleurs saisonniers n'ont pas forcément, en tout cas sur le littoral, une bonne réputation auprès des propriétaires parce qu'ils ont la réputation de faire la fête. Donc les propriétaires ont peur d'avoir des logements dégradés et d'avoir une occupation un peu chaotique avec des nuisances. Donc ça, effectivement, c'est un facteur important dans le dispositif qu'on essaie de mettre en place, et notamment sur le fait d'avoir une charte d'engagement en quelque sorte tripartite entre le propriétaire qui accepte de mettre en marché, l'employeur qui manifeste son intention de s'intéresser au logement de ses salariés et de faire le lien entre le propriétaire et les salariés, et puis également une charte d'engagement des salariés eux-mêmes, des saisonniers qui s'engagent à occuper les logements dans de bonnes conditions. Et puis, autour de tout ça, les outils d'action logement qui permettent de sécuriser le paiement des loyers et les dégradations locatives potentielles. Donc, tout ça est un facteur de réassurance des propriétaires qui peut permettre de mettre en marché pour des travailleurs saisonniers des logements qui sont quelquefois des logements pas très bien orientés, qui ne sont pas loués en touristique parce que peut-être ils sont un peu moins bien situés que ceux qui se louent facilement. Mais on a besoin de rassurer les propriétaires sur les conditions dans lesquelles ils vont louer. D'accord, Pierre, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pierre-Yves qui me parlait, si j'ai bien compris, il y a quelques jours, de l'approche qui doit être forcément très, très contrastée lorsqu'on regarde les problèmes qui se posent au niveau local, loin de ce que je vais appeler les emballements médiatiques, parce qu'on a des emballements médiatiques qui sont liés, c'est vrai, à des drames, mais par-delà les drames, il y a une réalité qui n'est peut-être pas aussi noire qu'on veut bien le croire. Pierre-Yves, est-ce que je me trompe en disant ça? Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que la situation, comme on l'a dit, est contrastée selon les stations, selon les saisonniers concernés. Comme je le disais, on a plusieurs cas de figure. On a la plupart des salariés dans notre profession qui sont propriétaires de leur logement. Pour la petite histoire, et
et je raconte souvent ça, mais on a certains saisonniers qui sont imposables à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière, tout simplement parce que ils sont dans des familles qui étaient déjà implantées sur le territoire et que les biens immobiliers, que ce soit des terrains ou des immeubles ou des chalets, ont pris une telle valeur en station que ça déclenche des impôts sur ces propriétés. On a des gens qui sont logés sur place par l'employeur, on a des gens qui sont logés dans les vallées, parfois des gens qui sont logés dans des appartements familiaux qui leur sont prêtés par des oncles, des tantes, des grands-mères, etc. Et puis on en vient, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, à des gens qui sont logés dans ce qu'on appelle les camions, des camping-cars. Il y a eu effectivement, comme ça a été évoqué, des drames en cela. La plupart du temps, hein, les études le montrent, 95% donc quasiment la majorité de ces personnes souhaitent rester logées dans leur camion. Donc c'est une population qui veut de ce type de logement parce que ça correspond aussi à son mode de vie. Parfois aussi, c'est justifié par le fait qu'ils aient des animaux et que les animaux, c'est plus compliqué à loger dans des appartements qui sont loués, par exemple. En cela, les actions qui sont conduites dans le cadre du conventionnement issu de la loi Montagne 2 dont je parlais tout à l'heure visent à améliorer les aires d'accueil en termes d'accès à l'électricité et à des sanitaires pour ces personnes qui logent en camion, tout en sachant, et il faut bien l'avoir à l'esprit, que dans cette population, il y avait, alors ça menuise de plus en plus, mais des personnes qui étaient là, mais qui n'étaient pas des travailleurs saisonniers, qui étaient des personnes qui vivaient en marge de la saisonnalité. Et de plus en plus, les communes font attention à cette population, dans la mesure où désormais, dans la plupart des communes, pour accéder aux aires d'accueil, il y a la nécessité de produire un bulletin de salaire avec un employeur local. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus pour faire vite. Voilà. Il y a une chose qui compte, pour terminer sur une note un peu positive aussi, il y a une chose qui contribue quand même à la fidélisation des saisonniers, à leur implantation, à leur installation, à l'accès, par exemple, à des services bancaires et à des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation. Il y a la fidélisation qui rentre en ligne de compte et qui est importante, notamment au travers de la reconduction des contrats. Donc la reconduction des contrats, il faut en parler. C'est une disposition qui est importante, que nous connaissons bien depuis de nombreuses années dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables, et qui maintenant est obligatoire dans toutes les autres branches de la saisonnalité, au travers du Code du travail, au bout de 2 saisons satisfaisantes. Voilà. Certains employeurs oublient de le faire valoir. D'accord, Pierre-Yves, très bien. Je suis désolé, Katia, je vais devoir encore te demander d'aller le plus vite possible. De toute façon, je propose que les 2 derniers points, on les traite ensemble parce qu'ils sont très proches entre les démarches opérationnelles et les projets innovants et les partenariats existants. Katia, alors, en ce qui concerne ces difficultés, qu'est-ce que tu mets en avant? Bon, toujours de façon normale, le logement, mais dans quelles conditions? Vas-y, je te laisse en parler rapidement. Alors, toujours par référence à l'étude, aux résultats de l'étude qu'on a menée. Donc, évidemment, les difficultés, c'est le logement, mais surtout les conditions de logement, parce que l'étude de Haute-Savoie faisait apparaître un besoin alors sur les 20 stations cibles, sur un besoin de 610 logements ou capacité d'accueil, mais plutôt pour répondre majoritairement à des situations de mal logement, plus qu'à des absences de logement, parce que du coup, les saisonniers s'étaient logés, mais pas dans des conditions satisfaisantes, alors de différents ordres, qu'il s'agisse de la qualité du logement, parce qu'il est trop petit, mal isolé, parfois une offre indigne, qu'il s'agisse du coût trop élevé ou parfois même de l'éloignement avec son lieu de travail. Et on sait notamment que sur certains secteurs qui ont des amplitudes horaires assez larges, un logement en
cœur de station, et notamment, je vais penser à l'hôtellerie-restauration qui commence tôt et finissent très tard. Un logement en cœur de station est à privilégier, et dans ce cas, on a le problème de la mobilité qui va se poser. Mais comment répondre à ces besoins en logement? En fait, alors il y a deux pistes. Il y a la mobilisation du parc privé. Elle a pour avantage de répondre rapidement aux besoins. Mais par contre, il est parfois, enfin même souvent difficile de capter cette offre. Alors, Pierre Souloumiac a évoqué déjà le premier point, c'est la réticence des propriétaires à louer à des saisonniers. Ils craignent les dégradations, les impayés. On a aussi le fait qu'il y ait une croissance des effectifs de saisonniers provenant de l'extérieur. Enfin, le volume ne cesse de croître. On a la concurrence avec le marché touristique, et particulièrement en haute saison, et puis la concurrence également de nouvelles plateformes comme les plateformes Airbnb. Et l'autre piste, autrement, c'est envisager une production nouvelle. Pour autant, même si ça reste une piste, c'est pas forcément celle qui est systématiquement envisagée, pour la bonne raison qu'il y a une part non négligeable de lit froid qui existe quand même en station et qui pourrait être mobilisée sous réserve de lever les freins que l'on a évoqué concernant la frilosité des propriétaires, ou le fait d'accompagner à remettre sur le marché ces lits froids, parce que souvent on se retrouve aussi sur une offre qui n'est pas de bonne qualité. Il y a produire une offre nouvelle, on a la problématique d'équilibrer financièrement ces structures dédiées. Elles ne sont pas occupées toute l'année, donc naturellement, en fait, on se retrouve sur des structures qui ont du mal à s'équilibrer. Et puis, il y a la dernière question du réchauffement climatique et des problèmes d'enneigement qui commencent à se poser, et certaines stations qui du coup, ne favorisent plus l'idée d'aller construire en dur, voilà, en raison de ces problèmes d'enneigement qui commencent à se poser, en altitude. Voilà pour les difficultés. Très bien, Katia, merci beaucoup. Je propose à Pascal donc Pascal, je ne le vois plus sur le panneau, mais il doit certainement pas être très loin, d'intervenir, de terminer. Donc, mais il a déjà évoqué, Pascal a déjà pas mal évoqué ces questions-là pour le logement des saisonniers agricoles. Est-ce qu'éventuellement, il voudrait dire quelques mots là-dessus avant que je passe la parole à Daniel, notre grand témoin? Ah, un petit problème. Est-ce que Pascal est là? Non. Il a les problèmes de connexion ont eu raison de sa connexion. Bon, écoutez, je propose que le grand témoin Daniel, mon cher Daniel, tu prennes la parole là-dessus et que tu puisses, avec tout ce qui a été dit et qui était quand même très intéressant sur ces problématiques, donner ton point de vue de grand témoin. Voilà. Oui, alors simplement en quelques points, Pierre-Yves a abordé une question qui fait souvent la une des médias, c'est la question des camions, la question des saisonniers qui habitent pendant leur saison sur les parkings. Et je pense effectivement que les chiffres qu'il a donnés sont bons. Donc pour Action Logement, il n'est pas question de polémiquer sur ces questions de pourcentage, mais surtout de faire en sorte que pour ceux qui ont fait le choix de vivre sur les parkings, qu'on leur mette en place des conditions sanitaires notamment dignes pour qu'ils puissent vivre en toute salubrité sur ces parkings. Donc Action Logement souhaite aussi qu'on puisse s'engager un peu plus dans la construction de douches, de toilettes, de coins pour y mettre les déchets ménagers, par exemple. Voilà. Donc, je crois que ça serait une bonne chose, une bonne réponse aux questions qui se posent sur les salariés qui vivent sur les parkings. Puis, j'ai entendu parler de Visal, effectivement. Visal est un bon dispositif pour améliorer les relations et conforter la confiance des bailleurs au regard des travailleurs saisonniers. Je pense que là, Action Logement avec Visal a un bon outil pour contribuer concrètement à la sécurisation des bails, des baux qui sont signés entre les bailleurs et les salariés saisonniers. Et en même temps, Action Logement a une autre réponse aussi là-dessus, puisque on voit que beaucoup de bailleurs sociaux ont investi en station. Eh bien, avec l'ONV qui a été mis en place, il y a des moyens qui peuvent être dégagés pour faire en sorte que nous construisions, que nous mettions à disposition plus de logements au service des saisonniers. Ça doit faire partie des objectifs.
Et j'ai entendu évoquer la question de transport entre la vallée et la station. Effectivement, les moyens de transport à étudier pour faire le lien entre les stations et les bas de station, il y a des choses à imaginer et je pense qu'effectivement ça pourrait permettre de faire vivre un peu les villages de vallée. Et voilà, il faut inventer quelque chose et puis ça faciliterait aussi les choses. Dans les foyers, dans les stations, on parlait du Covid tout à l'heure, les crises sanitaires, eh bien, dans les foyers d'hébergement des salariés saisonniers en station, compte tenu de cette époque qu'on vit, il y a aussi des réflexions à avoir pour améliorer la sécurité sanitaire dans ces logements foyers, puisque ça va aussi là poser quelques difficultés. Et enfin, les saisonniers agricoles, on a évoqué ça lors de la conférence de presse dans le Beaujolais. Imaginez, d'ailleurs, il y avait une émission aujourd'hui à la télévision, j'ai entendu ça à midi, autour des logements mobiles. Effectivement, ça peut être une bonne solution pour améliorer le confort des salariés saisonniers, assurer des logements décents et suffisants. Ces logements mobiles doivent être une solution à regarder pour l'avenir. Ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Comme je vous le disais, le temps, vous l'avez remarqué avec moi, court très vite. Finalement, 7 heures qu'on avait prévues au départ s'achemine gentiment vers 1h30 et on pourrait facilement y passer 2 heures, voire plus. Je vous propose de traiter en même temps la valorisation des démarches opérationnelles et les partenariats existants, qui étaient donc notre troisième thème, ainsi que les avancées réglementaires et la mise en valeur des projets innovants, puisque dans démarche opérationnelle, il y a également projets innovants. Je vais du coup commencer peut-être par Pierre-Yves. Pierre-Yves qui, donc, comme je le disais au début, est donc représente les domaines skiables de France. C'est donc, quelque part, ce n'est pas uniquement les remontées mécaniques, c'est aussi tous les opérateurs du monde de la montagne. C'est donc par construction déjà du partenariat. Bon, alors je lui laisserai volontiers la parole pour qu'il nous dise en quelques mots ce que pour lui ça signifie des démarches opérationnelles et des partenariats existants, et éventuellement ce qu'il envisage comme projet innovant, mais c'est surtout sur la première partie qu'on pourrait l'entendre. Merci Pierre-Yves par avance. Oui, très simplement, c'est effectivement tout est question de partenariat. Voilà, les gens doivent travailler ensemble, mais c'est comme pour beaucoup de choses. C'est comme pour mutualiser l'emploi entre les saisons, par exemple. Les employeurs des vallées doivent parler avec les employeurs des stations. Eh bien, c'est pareil pour le logement. Tous les acteurs qui doivent rentrer en ligne, enfin, qui sont en lice pour travailler sur ces sujets, doivent travailler ensemble, c'est-à-dire les communes, les entreprises, les grandes entreprises de remontée mécanique et de domaine skiable, parce que ce sont les plus gros employeurs des stations, les autres employeurs des stations, les OPAC, Action Logement. Pour ce qui concerne la Savoie, par exemple, la SAS, la Société d'aménagement de la Savoie, est très impliquée dans ces questions de logement pour qu'il y ait des constructions de logements dédiés, qu'il y ait des rénovations, de la mobilisation de logements existants, l'amélioration des aires d'accueil. Pour toutes ces actions, les petites rivières font les grands fleuves, pour que toutes ces actions permettent aux gens d'être correctement logés dans les stations. C'est vrai qu'il n'est pas acceptable que des gens soient mal logés en station, et on en trouvera, je le crains toujours, même si les choses s'arrangent beaucoup, mais c'est pas plus acceptable que les gens soient pas bien logés dans les villes, que ce soit à Lyon, à Paris, à Marseille, ou même à Chambéry ou à Annecy. Voilà, donc c'est un problème global, les gens doivent travailler ensemble. Et je terminerai simplement pour parler de la pluriactivité et du sujet qui a été abordé tout à l'heure sur les agriculteurs, on faisait venir des agriculteurs, enfin pas des agriculteurs, mais des saisonniers pour travailler dans l'agriculture de pays étrangers. Là aussi, je pense qu'il faut mutualiser les choses, et je donnerai l'exemple que nous avons fait au moment du premier confinement. Les saisonniers des stations ont été mis en activité partielle, tous très rapidement, à compter du 15 mars. Toutes les bourses d'emploi avec lesquelles nous travaillons, sur lesquelles nous sommes moteurs, eh bien, nous les avons ouverts aux autres secteurs d'activité, comme l'agriculture.
comme les services aux personnes, les services les services de soins, etc., pour que des personnes qui soient privées d'emploi du fait de la crise que nous connaissons puissent aller dans des secteurs d'activité où il y a des besoins. Et nous renouvelons cette opération en ce moment, puisque nous avons un certain nombre de pisteurs secouristes dans les différents départements français de montagne qui travaillent actuellement dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD, pour donner un coup de main aux personnels soignants qui sont présents. Voilà, donc tout ça pour dire que tout se fait en coopération et en échange entre les différents acteurs, et on ne pourra que améliorer les choses. Merci Pierre-Yves. Effectivement, ce partenariat, c'est le maître mot. Et du coup, en passant la parole à Katia, j'aimerais bien, enfin, puisqu'il s'agit d'être très synthétique en cette fin de table ronde, on va laisser de côté le partenariat par excellence, qui est justement la mise en œuvre des conventions liées à la loi Montagne 2, puisque là, il s'agissait bien d'un partenariat avec les collectivités, mettant en œuvre aussi les volontés, enfin le lien entre les entreprises et les collectivités et bien évidemment les saisonniers. Je passerai donc volontiers la parole à Katia sur éventuellement ce qui s'est passé à Saint-Martin-de-Belleville et aussi, puisqu'on a dit qu'on parlait aussi des projets innovants, d'évoquer éventuellement quelques pistes qu'on aurait pu évoquer avec Pascal Servier s'il était toujours connecté, concernant les modules. Voilà, le logement des personnes en module, qui est un sujet qui est récurrent, qu'il s'agisse des saisonniers de la montagne ou des saisonniers agricoles. Voilà, Katia, merci. Alors, concernant Saint-Martin-de-Belleville, donc c'est une action qui s'est inscrite quand même dans la mise en œuvre de la convention loi montagne deuxième version. Action Logement a mobilisé une ligne de financement pour accompagner. Oula, pardon, je suis désolée. Le volet s'ouvre pour accompagner l'espace saisonnier et la commune des Bellevilles, donc sur lequel on retrouve les stations de Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et les Minuires, qui en fait chaque année ces stations elles accueillent des millions de touristes et du coup elles font appel à 5000 saisonniers et la population locale ne suffit pas pour y répondre. Résultat, on a 70% des postes qui sont pourvus par des saisonniers extérieurs. Du coup, dans le cadre donc de la convention La Montagne et suite au diagnostic d'un besoin en logement pour les saisonniers, la collectivité a décidé en fait de miser sur la mobilisation de logements vacants qui ne sont plus du coup attractifs pour les touristes compte tenu de l'exposition, de l'état, de la taille. Et ils ont décidé de se porter acquéreurs d'un certain nombre de volumes, d'un certain nombre de logements et de les réhabiliter pour les mettre à disposition des saisonniers. Et Action Logement, aux côtés de la région qui intervient également, a décidé donc d'accompagner financièrement la collectivité et en leur accordant une subvention qui permet la réhabilitation des logements qu'ils ont acquis dans ce cadre-là. Voilà pour l'exemple de Saint-Martin-de-Belleville. L'autre exemple, c'est un projet qui est en cours. La satisfaction en fait, donc de besoins temporaires en logement pour les salariés, ça a toujours été un enjeu assez majeur pour Action Logement. Et du coup, ces besoins temporaires, ils recouvrent différentes situations et notamment celle des saisonniers, que ce soit des saisonniers issus du secteur touristique que du secteur agricole. Et le problème de ces besoins temporaires, c'est que soit si on est sur du logement temporaire, il faut pouvoir construire, déconstruire ou mobiliser des logements vacants en nombre assez conséquent et suffisamment rapidement pour pouvoir y répondre, ou alors miser sur des structures permanentes, mais avec le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est d'assurer un budget d'exploitation qui est compliqué compte tenu d'une occupation partielle dans l'année. Donc, il y a une réflexion qui est en cours, qui a été lancée en tout cas par le groupe Action Logement pour un volume de 20 places. Et cette réflexion, en fait, elle porte sur la création de logements mobiles qui permettraient de répondre aux besoins de saisonniers. Alors, à deux types de saisonniers, les saisonniers d'hiver, pendant la période de ski, en station de ski pendant la période hivernale, et puis d'être déplacés ensuite en printemps, sur les saisons de printemps-été, pour répondre à un autre type de saisonnier. Et
Et donc voilà, on a donc cette piste et ensuite, et aujourd'hui, elle est même envisagée pour répondre à du saisonnier agricole puisqu'on a été contacté par la communauté de communes du Pays de l'Arbrel et Graines d'Emploi qui en fait souhaitent également réfléchir à des logements sur site et notamment à des mobil-homes compte tenu des contraintes qui sont liées à la mobilité de la main-d'œuvre. Et du coup, on est après réfléchir à travailler avec la communauté de communes des Pays de l'Arbrel pour éventuellement le volume de 20 places puisse également servir à accompagner des saisonniers du secteur agricole. Voilà pour le projet innovant en cours. Eh bien, merci Katia pour cette présentation synthétique, on va dire ventre à terre. J'en profite pour excuser pour les internautes la mauvaise peut-être réception de l'image ou en fait peut-être une image surexposée parce que on a chez nous des volets automatiques, n'est-ce pas, qu'on on n'arrive même pas à gérer de façon à manuellement et donc voilà, on est en plein soleil. Il faut faire avec la technique jusqu'au bout en ce qui concerne les tables rondes virtuelles et en ce qui concerne l'ensoleillement. Voilà, je termine sur ce petit passage-là. J'aimerais passer maintenant la parole pour terminer à Pierre Soloumiac. Pierre, est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de l'expérience de cohabitation intergénérationnelle qui est à la fois un projet partenarial et un projet innovant, on peut dire d'une certaine façon. Oui, mais écoute, effectivement, on a sur le territoire, notamment la communauté de communes Hérault-Méditerranée, donc autour d'Agde, à Narbonne et à Perpignan, on a identifié une forte présence de logements, de lits froids, notamment dans le logement intergénérationnel chez des personnes âgées qui sont nombreuses dans la région et dont les enfants sont partis ou qui ont des logements qui sont en sous-occupation de leur logement. Donc, du coup, on a beaucoup travaillé de manière partenariale avec les collectivités, avec les CCAS, et on se propose de mobiliser des chambres en logement intergénérationnel chez des personnes âgées. Et donc, évidemment, comme tout à l'heure, on a parlé de confiance avec les propriétaires, là, ce sujet de confiance est encore décuplé sur ce type de population et sur le fait qu'on cohabite, donc c'est au sein de son propre logement. Donc, du coup, il est bien évident que on peut, nous, avoir des outils techniques de sécurisation au niveau des loyers, voilà, des outils purement financiers, mais là, il y a de l'humain, et ça, c'est une chose qu'on traite avec un réseau qui s'appelle Cohabilis, qui est un réseau qui s'occupe de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et donc, le sujet, c'est qu'il faut de l'intermédiation très, très pertinente, très, très rapprochée pour gérer, susciter et mettre en place les binômes personnes âgées et saisonniers. Et donc, le seul moyen, effectivement, pour lever les freins, c'est d'avoir ce rapport de confiance qui s'instaure entre les deux au travers d'une association qui a l'habitude de faire ça, qui a toutes les procédures, tous les outils qui permettent de faire une bonne cohabitation intergénérationnelle. Et donc, dans le cadre de tous ces partenariats qu'on a menés avec Cohabilis, avec les collectivités, avec les résidences Habitat Jeunes, avec le Crous, avec Pôle emploi, tous ces partenaires ont contribué à faire ce projet. Et je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit par Pierre-Yves, le partenariat et la coopération entre les acteurs sur le territoire, c'est primordial pour réussir. Et d'ailleurs, notre projet a été retenu dans le cadre du Tour de France des solutions par le Premier ministre en 2019, par Édouard Philippe, parce qu'il avait un caractère partenarial, coopératif, reproductible et concret. Et donc, c'est vraiment les critères qui étaient nécessaires pour être retenus dans ce projet et qui permettent à toutes ces solutions d'être duplicables partout en France. Merci beaucoup Pierre. Bien, nous arrivons, je dirais, au terme de cette table ronde. Donc, je vais m'adresser une fois de plus à notre grand témoin, mon cher Daniel. Avant de te laisser la parole et de laisser conclure, je voudrais vraiment remercier
tous les participants qui ont joué le jeu dans cette table ronde, y compris Pascal qui n'a pas pu maintenir sa connexion parce que visiblement c'était difficile. Mais merci à vous tous d'avoir vraiment contribué à cette table ronde qui, j'espère, pourra donner lieu à une vidéo intéressante qu'on pourra retrouver par ailleurs. Voilà, et donc, mon cher Daniel, je te laisse la parole pour conclure. Merci. Alors tout d'abord, merci à toi aussi, Jean-Marc, d'avoir su maîtriser cette table ronde et de respecter les horaires qui nous étaient imposés. Donc, bravo pour ça. Et ce qu'il faut retenir, je crois, ce que je retiens en tout cas, c'est que les stations étant toutes différentes, les régions étant toutes différentes, les territoires étant tous différents, il faut, comme on dit, penser global et agir local. Donc, il faut bien se garder, notamment en matière de tourisme et de zones de montagne, d'avoir une pensée uniforme pour tous les territoires. Tous les territoires sont différents. Donc, je crois qu'il faut penser global, bien sûr, mais il faut agir local. Et pour ça, bien, il convient localement de faire des priorités. Effectivement, on ne peut pas tout mettre en priorité, sinon il n'y a pas de priorité. Donc, établir des priorités. Ensuite, il faut faire ce qu'on a commencé à faire à Haute-Savoie avec Action Logement, c'est faire des diagnostics. Essayer de voir dans tel territoire quelles sont les situations rencontrées, quels sont les problèmes rencontrés, et essayer d'imaginer quelles sont les solutions qui pourraient être apportées. Alors bien sûr, vous parlez de partenariat, vous parlez de portage politique. Bien sûr, ça c'est fondamental. Les partages politiques doivent être forts. Et puis, les portages s'appuient aussi. Et merci Pierre-Yves d'être aussi avec nous aujourd'hui. Les entreprises. Les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans ce partenariat. Et je crois que c'est bien comme ça. Il faut conduire tous ces projets. Et il faut savoir aussi se mobiliser ensemble. Donc ça, c'est qu'on soit dans le public, dans le privé, le logement diffus, les parcs diffus, voilà, ou même les résidences pour les saisonniers. Tout le monde est là. Et puis, il faut trouver des solutions innovantes. Alors, on avait, Action Logement, pris une initiative. On a parlé de la loi Montagne 2. C'est bien la loi Montagne 2. La loi est montée. C'est un texte. Au-delà du texte, il faut maintenant que concrètement, il y ait un suivi. Alors certes, cette loi prévoit des engagements pour les collectivités. Mais il faut quand même pour ça que l'ensemble des stations aient une convention avec l'État pour notifier ces engagements et pour qu'ils puissent être respectés. Or, de ce que je crois aujourd'hui, loin s'en faut, toutes les communes touristiques n'ont pas signé cette convention. Et c'est fondamental de le faire. Donc, ça permet de faire un état des lieux, puis ensuite d'essayer de voir comment tout ça est suivi. Donc, je crois qu'il faut qu'on pousse pour booster les signatures et que toutes les collectivités qui ne l'ont pas fait puissent encore le faire. Et puis, j'ai entendu parler de l'exemple de l'Occitanie, je crois, ou de Perpignan, par là, autour des logements tout à l'heure. Et Action Logement a aussi quelque chose à mettre en place pour les saisonniers, puisque ça s'applique. Ça n'est pas fait sans doute dans beaucoup d'endroits. Néanmoins, ça s'applique, c'est louer pour l'emploi. Et louer pour l'emploi, c'est fait pour tous les salariés, pour faire le lien emploi et logement. Et s'il y a une catégorie de salariés qui a bien besoin d'avoir ce lien emploi et logement, puisque ça contribue fortement aussi au développement économique, c'est bien les salariés saisonniers. Donc, j'émets le vœu que ce dispositif, ce bon dispositif d'Action Logement puisse être déployé très rapidement et généralisé pour l'ensemble des logements pour les salariés saisonniers. Cela dit, je vous remercie tous de vos contributions qui ont été riches. Merci, Président, on a respecté le temps, nous. Et puis, remercie aussi Monique Marchal qui, dans un contexte compliqué, s'est démenée comme un beau diable pour faire en sorte que ce film 2020 puisse quand même, sous ces formes-là, être réalisé. Merci beaucoup à tous. Merci et au revoir. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que nous avons pris note des questions qui ont été posées, celles pour lesquelles on n'a pas pu répondre de façon très, très importante. On le fera de toute façon dans les temps qui viennent. Merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.